Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu, Tonio Ajavon au micro. Et non, ce n'est pas le podcast Fantasy, la saison Fantasy est bel et bien terminée, mais qui dit fin de la saison Fantasy dit également fin de la saison tout court, et donc début du processus de draft. Et chez nous, à TDA, quand on parle draft, quand on parle espoir, il y a une voix incontournable, c'est celle de Jean-Michel Boujard. Comment ça va, Jean-Mi ? Salut Antoine, salut tout le monde. Oui, ça va bien, impeccable. Parfait, c'est pour ne rien cacher à nos auditeurs, c'est toi qui as concocté le programme de cette émission, donc on est bien sur le podcast Rouler Jeunesse, vous l'avez deviné. Alors le programme que tu nous as préparé, Jean-Mi, c'est un spécial Georgia, spécial Université de Géorgie, avec 3 défenseurs dont on va parler, 2 qui sont déjà chez les professionnels et un qui va pas tarder à faire son arrivée en NFL. On va commencer avec un joueur qui a beaucoup fait parler de lui quand il était à l'université, parce qu'il a un talent énorme, qu'il a affiché match après match quand il était titulaire indiscutable de la défense des Bulldogs. Un début un peu plus lent chez les professionnels, on va en reparler, peut-être également dû à la franchise dans laquelle il est tombé, mais on va parler donc de Nolan Smith, le pass rusher des Eagles et ancien donc de l'université de Georgia. Simplement, je vais te poser la question, Jean-Mi. Quel souvenir tu gardes de Nolan Smith, putain, c'est dur un peu à prononcer, il faut faire avec l'accent américain, quand il était à l'université. Oh, plutôt un bon souvenir. Alors en fait, Nolan Smith, sur TDA, on avait déjà écrit un article sur lui en 2019, alors qu'il était que lycéen, ça s'appelait Future Star, demain c'est loin, vous pouvez le retrouver. Donc déjà, moi je l'attendais à sa sortie de lycée, et puis il arrive à Georgia, première saison, Georgia, il y a toujours beaucoup de monde, donc il est un peu dans la rotation, une deuxième saison, un peu dans la même mouture, voilà, il est utilisé, mais c'est pas extraordinaire, et puis une super troisième saison. Et on s'attendait à ce qu'il confirme vraiment la quatrième. Il a plutôt confirmé, mais il a eu une blessure. Donc voilà, c'était ça un petit peu le souci. Mais sinon, je garde un bon souvenir de son passage en Georgia, dans le sens vraiment joueur d'impact, voilà, qui faisait des différences. Et puis, quelqu'un qui a des qualités intrinsèques incroyables, on va en parler. Ouais, moi justement, c'est plus de ça que je voulais parler, plus de ces... En dehors de ces qualités de joueurs qui sont, en tout cas, qui étaient assez évidentes à l'université, c'est ce qu'on appelle les intangibles qui m'ont vraiment frappé. C'est-à-dire que cette équipe de Georgia, qui fait partie maintenant des gros programmes du college football depuis 6 ou 7 ans, c'est évidemment grâce à leur entraîneur Kirby Smart, mais c'est aussi grâce à des joueurs emblématiques. Et pour moi, Nolan Smith est un de ces joueurs emblématiques. C'était un relais justement du coach dans le vestiaire, un leader, un des mecs sur lesquels tu pouvais compter à tout moment. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas eu trop de soucis à me projeter avec l'on NFL, parce que je me suis dit qu'au pire des cas, vraiment au pire des cas, ce sera un excellent joueur de rotation qui posera aucun problème dans un vestiaire. Exactement, précisément, parce qu'à l'université, ça a été la figure de proue d'un des programmes majeurs du college football. Et donc, le fait qu'il tombe à Philadelphie, où on lui demande de pas jouer tout de suite, comme c'est un peu la tradition avec les jeunes joueurs, je me suis fait aucun souci pour lui. Et là, il a commencé à confirmer lors de sa seconde saison. Je ne sais pas ce que tu en penses de ces qualités un peu intangibles de Nolan Smith. Oui, tu as raison de commencer par le caractère, parce que c'est vrai qu'on parle surtout du physique, on parle surtout de l'intelligence de jeu du terrain, etc. Mais le caractère, c'est important. D'ailleurs, les staffs NFL font vraiment attention à ça, comme les entretiens au combine, comme les visites privées, etc. Et oui, par exemple, on se rappelle très bien de sa dernière saison à Georgia, où il se blesse en cours de saison. Ils vont au bout, ils remportent le titre, Georgia, et je me souviens très bien de voir Nolan Smith sur le bord du terrain. Il est là, je veux dire, il n'est pas en tribune, ou il n'est pas là à faire la gueule. Non, il est là avec ses coéquipiers. Il est comme un entraîneur adjoint, il est là, il encourage, il fait des choses, il a une petite oreillette, il est là vraiment sur le bord du terrain, donc c'est vraiment quelqu'un qui a une super mentalité. Donc déjà ça, c'est vraiment un premier point. Et puis ensuite, évidemment, c'est sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un joueur très rapide, très très vif, vraiment c'est incroyable ce premier pas, et puis cette intelligence de jeu. Parce que c'est vrai que quand tu vois un joueur de ce gabarit-là, à cette position-là, tu t'attends à ce que ce soit vraiment un super pass rusher, et c'est un bon pass rusher, mais tu t'attends pas à ce qu'il soit aussi performant contre la course. Parce qu'il manque un peu de gabarit, même s'il a pris un peu de masse cette année, il manque un peu de gabarit. Mais le gabarit, ça fait pas tout, c'est surtout de l'intelligence de jeu. Intelligence de jeu, c'est-à-dire démarrer au bon moment, c'est-à-dire repérer le jeu qui est appelé, c'est-à-dire savoir se démarquer avec ses pieds, les pas de côté, c'est-à-dire savoir utiliser ses mains également pour se défaire du bloqueur.
Et donc, du coup, tu as un edge rusher, vraiment, tu te dis, bon, lui, c'est un 3-4 outside linebacker, vraiment un pass rusher situationnel, etc. Mais non, contre la course, c'est un véritable démon. Donc, c'est un joueur très complet, vraiment très, très bon. Ouais, tu l'as très bien dit. Moi, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est sa vitesse à l'université, parce que c'est un joueur ultra rapide pour son poste, et j'ai envie même de dire, en dehors de toute considération par rapport à son poste, c'est un joueur rapide tout court. Il a fait de mémoire 4,39 ou 4,38 sur le 40 yards au combine, vitesse exceptionnelle, et je vous promets, chers auditeurs, que c'est pas une insulte quand je dis ça. Je disais que c'était un peu le Von Miller du pauvre. Et je dis que c'est pas une insulte parce que Von Miller, c'est le très très haut du panier. On va pas refaire sa carrière. On sait le joueur qu'il est, qu'il a été. Quand je dis du pauvre, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait au niveau de Von Miller, évidemment, mais il a des qualités qui sont similaires. Il arrive à se plier très près du sol. Il arrive à faire preuve d'une grande souplesse. Et encore une fois, sa vitesse pour se démarquer des défenseurs, des linemen adverses, qui vraiment saute aux yeux. Au niveau de sa carrière professionnelle, je l'ai mentionné assez brièvement, il a atterri donc chez les Eagles. Il n'a pas beaucoup joué la saison passée, pour sa première saison, en tout cas en sortie de banc plus que titulaire. D'ailleurs, je crois qu'il a commencé aucun match. Cette saison, il a été titulaire la majorité des matchs. Qu'est-ce que tu penses de son début de carrière ? Est-ce que c'est une déception ou bien c'est plutôt logique finalement par rapport à son profil et à l'équipe dans laquelle il est tombé ? Non, c'est ça, mais de toute façon, tu l'avais déjà dit en introduction, c'est ce que font les Eagles avec les rookies. Alors, cette année, il y a une exception, ok, on voit Quinton Mitchell, on voit même Cooper DeJean qui sont beaucoup utilisés, mais généralement, les rookies rentrent lentement, et justement, pour confirmer cette impression que j'avais, je suis allé voir les chiffres avant l'émission, et donc, c'est exactement, en 2023, ils jouent 55% des snaps en équipe spéciale, mais seulement 16% en défense. Voilà, c'est-à-dire qu'il est vraiment juste un petit peu inclus comme ça sur certains jeux, à la fois pour les faire prendre de l'expérience, à la fois pour faire souffler les titulaires, etc. Mais donc, voilà, seulement 16% des jeux défensifs. En 2024, comme tu dis, il est titulaire, il joue 52% des jeux défensifs. Voilà, il est beaucoup plus utilisé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit sa ligne de stats qui progresse énormément, parce que, du coup, il a beaucoup plus de temps de jeu. Mais parce qu'il a su acquérir de l'expérience, même s'il y a eu un changement de système entre l'année dernière et cette année, mais il a déjà plus d'expérience, et donc du coup on compte davantage sur lui. Et oui, moi je pense que c'est une progression logique. Moi je trouve que c'est une très très bonne façon de faire avec les rookies. Hormis si tu drafts dans le top 5 avec un quarterback ou peut-être même un autre joueur dans le top 5, tu veux l'utiliser tout de suite. Mais sinon, c'est très bien de les incorporer comme ça la première année, et puis ensuite, la deuxième année, avec leur talent, tu les lances vraiment dans le grand bain. Ouais, et finalement, j'ai presque envie de dire, et ça c'est mon avis tout à fait personnel, que même pour des joueurs sélectionnés dans le top 5, c'est peut-être le schéma qu'il faudrait suivre. On voit avec certains joueurs, quand on leur laisse un peu le temps de mûrir, ils deviennent un peu plus performants que si on les jette directement dans le grand bain. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je disais en introduction que tu nous as préparé un programme très alléchant et surtout avec un timing exceptionnel. Parce que le deuxième joueur dont on va parler, c'est Kamari Lassiter, qui sort d'un match absolument majuscule avec les Texans en playoff contre les Los Angeles Chargers. À peu près le même schéma qu'on va suivre avec ce joueur. Kamari Lassiter, d'abord à l'université. Qu'est-ce qui t'évoque ce joueur ? Est-ce qu'il t'avait marqué ? Est-ce qu'il t'avait frappé quand tu le regardais avec l'université de Georgia ? Oh oui. Et puis moi j'en avais parlé dans les podcasts qu'on faisait l'année dernière par position, etc. Je parlais beaucoup de Kamari Lassiter. Moi j'aimais beaucoup. Et pour moi c'était mon troisième cornerback. Je veux dire, j'ai pas compris qu'il y soit été pris aussi tard. Et en même temps, quand je regardais toutes les autres mock drafts, généralement il était pris début second tour, etc. Je comprenais pas. Pour moi, il était vraiment avant Nate Wiggins, avant Cooper DeJean, avant d'autres joueurs comme ça. Moi je l'aimais beaucoup parce que vraiment c'est le prototype du pot de colle des receveurs. Voilà, c'est ça que j'adorais, c'est-à-dire vraiment le gars qui lâchait pas du tout son receveur, c'était incroyable. Sa dernière année à Georgia, moi, il m'avait impressionné. Du coup, là aussi, je suis allé voir un petit peu les chiffres. Il a concédé aucun touchdown en 2023. Et alors que c'est Georgia, c'est-à-dire que tu rencontres de gros adversaires, tu joues des gros matchs, aucun touchdown, aucune pénalité non plus. Alors que le gars, il joue hyper physique, il fait aucune pénalité. Donc ça veut dire qu'il est très intelligent, qu'il est très bon. C'est pas le plus rapide, le plus athlétique, mais il est tout le temps au contact du receveur. Moi, il me plaisait beaucoup à Georgia. Ouais,
Et moi, ce que j'ai adoré, il me semble en avoir discuté avec Victor dans un podcast il y a pas si longtemps, c'est que pour un cornerback, il sait plaquer. Oui. Non seulement il sait plaquer, mais il aime plaquer. Et ça se voit dans toutes ses actions. Il a vraiment cette science du plaquage, alors qu'il n'a pas le gabarit le plus imposant. Et c'est ça qui est frappant avec lui, c'est que c'est un petit mec, tout est relatif. On parle de joueur de football américain, mais c'est pas le gabarit le plus imposant. Et pourtant, il en impose. Il joue. Alors, les anglophones disent qu'il joue plus grand qu'il ne l'est. Alors, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens en français, mais comprenez que faut pas se fier à sa taille, à son poids, pour établir un peu disons, la dureté avec laquelle il joue. C'est vraiment un joueur qui est dur au mal, qui plaque beaucoup. Et justement, on l'a encore vu cette semaine. Là, moi, je suis très agréablement surpris. Finalement, même pas surpris parce que j'étais à peu près de ton avis avant son entrée en NFL. Mais en tout cas, je suis très agréablement impressionné, si on peut le dire ainsi, de son début de carrière chez les Texans. Et là, on l'a vu dans toute sa dimension lors du match de playoff contre Los Angeles. Qu'est-ce que tu penses, toi, de son début de carrière à Houston ? Oui, parfait. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai retrouvé une déclaration de son entraîneur, DeMeco Ryans, qui dit de lui que finalement, il est un peu old school. Et quand il parle de old school, c'est-à-dire à l'ancienne, il parle de son jeu comme ça, physique, agressif, des cornerbacks qu'il a connus à son époque quand lui était joueur. Voilà, c'est vraiment ce type-là de joueur. Parce que oui, vraiment, il rechigne pas en plus à aller aider contre la course, à aller au plaquage. Et puis, ce côté-là, vraiment, pot de colle tout le temps, très agressif. Mais il est vraiment impressionnant. En plus, ce qui est impressionnant pour un rookie comme ça, c'est que il commence déjà la saison comme titulaire à l'extérieur. Déjà, c'est plutôt une performance, c'est quand même la NFL, c'est quand même 1 ou 2 étages au-dessus. Il commence à l'extérieur et il s'en sort très très bien. Très très bien. Il défend des passes, le rating des quarterbacks qu'il lance de son côté est très mauvais parce qu'il est tout le temps sur les ballons, il n'y a pas de problème, il fait des interceptions. Et puis la défense de Houston, ils ont des blessures. Voilà, ça commence avec Jalen Pitre, puis c'est Jimmy Ward. Et donc du coup, ils ont un souci, un poste à l'intérieur, au poste de nickel cornerback. Ils lui demandent de passer en nickel cornerback. Et il n'y a pas de problème. Même à l'intérieur, il confirme qu'il est très bon également. Donc voilà, incroyable l'intelligence de jeu de ce joueur. À l'extérieur, à l'intérieur, aucun souci, je suis à peine un rookie. Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, et dès le camp d'entraînement, on commençait à entendre des rumeurs, des réactions d'entraîneurs et même de ses coéquipiers qui disaient que le petit rookie, il impressionne déjà. Et évidemment, là, ça s'est confirmé. En général, quand il y a des échos comme ça, des camps d'entraînement, c'est pas du flan, donc ça s'est confirmé lors de la saison. Et encore une fois, j'insiste sur ce match de playoff parce que pour moi, alors j'ai pas regardé en détail tous les matchs de Houston cette saison, mais pour moi, un tel match de la part d'un rookie, franchement, on parle de Jayden Daniels parce que c'est un quarterback, parce que voilà, c'est un peu plus flashy, mais un rookie cornerback, c'est presque aussi difficile que rookie quarterback, voire plus en fonction des adversaires et des situations. Et le match qu'il a fait pour son entrée en playoff, d'ailleurs, c'est le second rookie de l'histoire des Texans à enregistrer une interception pour un match de playoff, et l'autre, il s'appelle J.J. Watt. Alors je ne sais pas s'il aura la même carrière que J.J. Watt, mais en tout cas, c'est annonciateur de vraiment de bonnes choses pour lui. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Le troisième joueur dont on va parler, lui, il n'est pas encore chez les pros, mais comme ses 2 aînés, il vient de l'université de Georgia, et comme ses 2 aînés, il a fait une carrière universitaire assez notable quand même. On va parler de Malachi Starks, le safety donc de l'université de Georgia. Qu'est-ce qu'on en pense de ce joueur, Jean-Michel ? Est-ce que ça va être un des gros noms à suivre pour la draft qui arrive dans quelques mois ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors même si cette position est un petit peu dévaluée parce que ça a peut-être un petit peu moins d'impact que pass rusher et que cornerback en défense, mais quand même, il est tellement fort en tant que safety. Il est tellement fort. Il sait tout faire. Alors, je vais pas dire qu'il est aussi bon qu'un Kyle Hamilton de Baltimore, mais c'est quand même pas loin. C'est-à-dire que il défend très très bien la course. Déjà avec son intelligence de jeu, il repère les bons angles d'attaque, il plaque bien, donc il est très précieux quand tu l'alignes dans la boîte. Mais en plus de ça, il est bon en couverture aussi. Je me souviens, sa première saison à Georgia, il était d'ailleurs souvent aligné plutôt en couverture que dans la boîte, et il était très bon en couverture, donc il apporte
vraiment dans tous les domaines. C'est un joueur qui a une intelligence de jeu, tu vois, j'ai évoqué Kyle Hamilton, mais quelque part il peut faire penser aussi à un Brian Branch de Détroit. Voilà, c'est ce type-là de joueur qui sait vraiment tout faire et tout bien faire. Donc oui, forcément, c'est un joueur à surveiller pour la prochaine draft. Tu viens de mentionner Brian Branch et pour moi c'est une comparaison qui est tout à fait à propos parce qu'ils ont un style de jeu finalement assez similaire, physique, mais pas physique dans le sens un peu à la Cam Chancellor qui, sans critiquer Cam Chancellor qui pour moi est un des plus grands safety de l'histoire évidemment, mais c'est pas vraiment le même style, c'est pas physique, on y va cogner pour cogner, c'est plus cogner avec une certaine subtilité, il sait quand y aller. Il arrive à identifier très rapidement, notamment contre la course, les angles de course des coureurs ou des receveurs quand ils sont amenés à courir. Il arrive à être bien positionné sur les plaquages. Il use très bien de ses mains pour mettre la pression sur les défenseurs. Ça, c'est quelque chose que je remarque aussi dans son jeu. Et la même chose que pour Lassiter tout à l'heure. C'est un plaqueur vraiment d'exception. Je ne sais pas quelle potion magique ils boivent à l'Université de Georgia. Je ne sais pas quel est leur professeur de plaquage. Mais en tout cas, lui, il a vraiment aussi cette science du plaquage. Il plaque très bien et dans la NFL moderne, on le dit, on le répète, c'est assez rare finalement les joueurs qui savent très bien plaquer, notamment pour les postes du backfield défensif. Et pour moi, ça fait une grosse différence. Et sans trop m'avancer, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler les prochaines semaines. C'est sans conteste le meilleur safety de cette draft qui arrive. Et donc évidemment, un nom à surveiller. Je ne sais pas où exactement il sera sélectionné parce que tu l'as très bien dit, c'est pas le poste le plus sexy. Mais si on a besoin d'un safety, je vois pas qui d'autre on irait chercher que Malachi Stark s'il est encore disponible. Oui, et tu vois, par exemple, parce que ce point-là est intéressant, c'est vrai que généralement on considère, et c'est normal, hein, on considère la valeur de la position, on considère des choses comme ça, et parfois c'est pour ça qu'on projette certains joueurs, même s'ils ont du talent, plutôt vers la 20e, etc. Mais regarde la draft assez controversée qu'avaient fait les Lions en prenant le coureur Jahmyr Gibbs, en prenant le linebacker John Campbell, etc. Si tu considères non pas la valeur de la position, mais la valeur intrinsèque d'un joueur. Mais Malachi Stark, tu te dis que de toute façon, à minima, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur Nolan Smith, à minima, tu auras un bon titulaire, et peut-être plus, évidemment, mais à minima, tu auras un bon titulaire. Donc, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir un choix du top 10 sur, à minima, un très bon titulaire? Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de sa projection NFL, même si souvent, actuellement, en tout cas, il est prévu un petit peu plus tard dans le premier tour, moi, s'il sort top 10, je suis pas surpris, hein, parce qu'il sait tout faire, il est intelligent, et il a une marge de progression, donc... franchement, je serais pas très étonné non plus, mais on va pas faire que dresser des lauriers quand même à ce joueur. Il a peut-être des petits défauts. Quels défauts tu remarques un peu dans son jeu? Oh, peut-être des défauts, comment dire, un peu sur... Il y a toujours du travail à faire sur la reconnaissance des jeux, notamment lorsqu'il est aligné en zone. Alors Georgia, c'est très bien. C'est aussi pour ça que les joueurs de Georgia réussissent. C'est parce que ils font des schémas en homme à homme, ils font des schémas en zone, et puis ils demandent à leurs joueurs d'être très, très polyvalents. On le voit avec Lassiter, on en a parlé tout à l'heure. On le voit aussi avec Javon Bullard des Packers cette année, etc. Il est fort à être polyvalent. Mais après, justement, quand tu es polyvalent, que tu fais un peu beaucoup de choses, tu manques des fois de situations du jeu particulières à une position. Et donc lui, je trouve que, voilà, situation de zone, des fois, il a un petit peu de retard, il n'a pas reconnu à temps le jeu, etc. Et quand il arrivera en NFL, forcément, avec des attaques qui te feintent encore plus, avec des joueurs plus expérimentés et tout, il aura encore du travail à faire à ce niveau-là. Mais sinon, moi, je suis vraiment pas inquiet. Moi, je pense que peut-être pas être flamboyant saison rookie, je vais être rookie défenseur de l'année, etc. Mais par contre, je le vois titulaire dès le premier jour, quoi. Et être titulaire dès le premier jour en NFL, déjà, voilà, quoi. Ouais, ça place un bonhomme. Et je vous assure, les auditeurs, qu'on ne s'est pas mis au point avec Jean-Mi avant d'en parler. Mais effectivement, le défaut que moi je souligne, c'est dans les schémas de zone. Et finalement, c'est un défaut assez mineur parce que c'est très situationnel. Il ne va pas être en zone tout le temps. Mais c'est vrai qu'il a un peu de mal. Il est pas ultra fluide. Là, il pourrait gagner un peu de fluidité au niveau de ses rotations, surtout quand il y a beaucoup de tracés verticaux qui sont face à lui. Mais vraiment, si on est là à pinailler là-dessus, c'est quand même un sacré joueur qui devrait arriver en NFL. Et juste une dernière question avant qu'on arrête, une question un peu irrationnelle, mais est-ce que tu n'as pas peur finalement que la réputation du programme de Georgia
qui finalement est excellent. C'est peut-être l'université qui produit le plus de talents NFL ces dernières années. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on en fasse un peu trop et que forcément, il y a des joueurs qu'on enjolive un peu trop parce qu'ils viennent de cette université, alors qu'au final, ils pourraient finalement s'avérer des échecs en NFL? Alors après, oui, c'est toujours possible, il y a toujours des échecs, mais après, je pense pas qu'on en fasse trop, parce que il y a vraiment deux éléments qui jouent en faveur de Georgia. C'est que déjà, ils sont tellement réputés que forcément, ils attirent les meilleurs lycéens du pays. Et je parle d'un pays grand comme un continent. Donc du coup, voilà, par exemple, Malachi Stark, c'était une recrue 5 étoiles. Donc voilà, je vais pas dire que je suis le football lycéen, etc. Mais par contre, tous les 5 étoiles de chaque année, je les connais. Parce que voilà, c'est des 5 étoiles, tu les vois arriver, tu les attends. Donc déjà, ils font que des grosses recrues. Donc ça veut dire que les jeunes, ils ont déjà beaucoup de talent. Ensuite, tu as un coaching staff qui a beaucoup d'expérience et qui est très très qualitatif, parce que là aussi c'est le haut du panier, donc forcément c'est pareil pour les coachs. Quand ils embauchent des coordinateurs, quand ils embauchent des adjoints, c'est que des mecs qui sont au top du coaching universitaire et même du coaching football tout court. Donc forcément le mec, il arrive du lycée, il a beaucoup de talent et en plus il a un super coaching staff. Et si je rajoute le fait que Georgia tous les ans ils jouent le titre, ou en tout cas ils vont loin, etc., donc ils se forment avec des matchs en jeu dans une conférence universitaire hyper fort, hyper compétitive, et donc forcément ça te fait des bons joueurs. Donc oui, évidemment que dans le lot, tu vas toujours en avoir un ou deux qui, je sais pas, un Rick Stokes par exemple des Packers, il est pas mauvais, mais c'est pas devenu une star au poste de cornerback. Ça peut arriver, bien entendu, mais non, je pense pas qu'on en fasse trop avec Georgia. Moi, je pense que voilà, joueurs de talent lycéens, des super coachs, des matchs en jeu, ils arrivent à NFL, c'est pas une surprise, ils sont prêts, quoi. C'est QFD et c'est l'expert du processus de draft chez TDA qui vous le dit. L'université de Georgia, donc, qui produit des talents à n'en plus finir. On va voir si ça se confirme dans les semaines et les mois à venir. Jean-Michel, merci de m'avoir accompagné. Merci Tonio, et puis bon week-end à tout le monde. Là, il y a des super matchs ce week-end. J'ai dit une petite bêtise, c'est pas toi qui m'as accompagné, c'est plus moi qui t'ai accompagné sur le podcast Rouler Jeunesse. Mais non. Et les auditeurs retrouveront évidemment Niti qu'on salue très prochainement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Le site internet touchdownactu.com, évidemment vous le connaissez. Sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier. Et la cagnotte Tipeee, si vous avez les moyens, ce que vous pouvez pour soutenir ce podcast et tous les autres. Et on se retrouve très très vite. Ciao.